Question que tous les Français se posent en ce moment avec l'inflation. Et la bonne nouvelle, c'est que des réponses, il y en a dans l'économie sociale et solidaire. Alors bienvenue dans ESS News, le live. C'est la nouvelle émission de Mediatico qui parle de l'actualité au travers de l'économie sociale et solidaire. Et bienvenue à nos deux invités qui vont répondre en live à vos questions sur notre chaîne Twitch. Maud Sarda, bonjour à vous, merci d'être là. Merci. Alors vous êtes la directrice et la fondatrice, cofondatrice de Label Emmaüs. Donc on va parler de Label Emmaüs, on va aussi parler avec vous de l'enjeu climatique, de votre photo cet été dans le magazine Forbes. On va parler de la rentrée des coopératives et de la Transat Jacques Vabre fin octobre. Et puis notre deuxième invité, c'est Séverin Prats. Bonjour Séverin. Bonjour Frédéric. Alors Séverin, il est président cofondateur d'Etikado. Vous émettez des cartes cadeaux pour qu'on puisse s'offrir des produits écologiques et solidaires. Vous lancez d'ailleurs en ce moment une nouvelle plateforme en ligne qui s'appelle Éthique Avantage. Donc là, on va parler de votre actualité. L'objectif, c'est d'avoir des réductions sur les produits éthiques. Et on va également parler avec vous de coopératives, des licornes et de Coupe du Monde de rugby parce que vous êtes un ancien joueur de rugby. C'est incroyable de voir comment l'économie sociale et solidaire nous permet de voyager au travers de plein de thèmes d'actualité. C'est pour ça que ESS News Live existe. Alors, tout de suite, c'est l'actu. On attend vos questions dans le chat. Et l'actu de la rentrée, c'est notamment le plan pauvreté du gouvernement qui a été annoncé cette semaine, parce qu'avec l'inflation, la pauvreté s'accroît. Le nombre de ménages surendettés aussi, c'est ce que nous dit la Banque de France. Maud Sarda, le jour de la rentrée, vous avez diffusé sur LinkedIn un message sur le nombre d'enfants à la rue, dont on va voir la photo que vous avez postée chez Emmaüs. Est-ce que vous la constatez, vous aussi, cette hausse de la précarité ? Alors chez Emmaüs, évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui frappent à la porte des communautés. Donc moi, ce n'est pas mon quotidien, je m'occupe de la vente en ligne, mais forcément, en étant dans le mouvement Emmaüs, j'en entends beaucoup parler. Je vois aussi les personnes qui sont en insertion dans mon entreprise qui ont de plus en plus de difficultés. Après, ces chiffres des enfants à la rue, c'est l'UNICEF, notamment, qui a fait un rapport et ce cri d'alarme. On se parle de plus 20% d'enfants par rapport à l'année dernière. Donc en seulement un an, c'est plus 20%. Ce chiffre de 20% d'augmentation, il est assez général. On va en reparler avec les Restos du Cœur, c'est la même chose. Séverin, vous, chez Etikado, vous n'êtes pas en prise directe avec la grande exclusion, mais est-ce que vous ressentez aussi dans vos activités cet effet de l'inflation et cette augmentation de la précarité ? Alors, l'augmentation de la précarité, pas forcément. Les effets de l'inflation, oui. Nous, ce qu'on ressent, c'est aussi beaucoup de commerces qui ferment, notamment des commerces bio, des commerces vrac, etc. Et en fait, quand on écoute, la raison pour laquelle ces commerces ferment, c'est que justement, ils se disent on a dû augmenter les prix, etc. Et les gens n'ont plus les moyens de venir chez nous et donc retournent vers la grande distribution et vers du coup parfois une alimentation peut-être moins bio, moins en vrac, etc. Des commerces qui ferment, pour vous, ça veut dire des partenaires qui disparaissent aussi ? Oui, c'est ça. Je crois que depuis le début de l'année, c'est 33 boutiques physiques. Alors, je ne parle même pas des boutiques en ligne. Il y en a d'autres. C'est 33 boutiques physiques, notamment, qui nous ont appelés pour nous dire on ne va plus pouvoir accepter la carte Etikado parce que la semaine prochaine, on ferme, tout simplement. Donc, voilà, c'est triste. Alors donc dans cette rentrée, oui, il y a eu, Maud Sarda le disait, cet appel, ce cri d'alarme des Restos du Cœur. Il nous manque 35 millions d'euros pour pouvoir servir tous les demandeurs d'aide alimentaire. Le nombre, en effet, de demandeurs a augmenté de 20% chez les Restos du Cœur, de 20 à 40% au Secours populaire aussi, selon les antennes locales. Comment est-ce que vous avez perçu cet appel des Restos du Cœur d'abord, et puis dans la foulée de la Croix-Rouge, du Secours populaire et finalement de toute la chaîne de solidarité alimentaire ? C'était certain que ça allait arriver, évidemment, parce que ça faisait déjà un bon moment que le monde associatif criait à l'aide. Il y avait déjà eu, avec la disparition de l'ISF, beaucoup d'inquiétudes. À l'époque, la Fondation Abbé Pierre avait quand même vu ses dons baisser, il me semble que c'était aussi de 20%, donc c'est énorme. Après, je l'ai vécu avec beaucoup de colère, personnellement. Pas du tout contre les associations qui font ce qu'elles peuvent pour avoir les fonds pour leurs actions qui sont magnifiques. Heureusement qu'elles sont là. J'ai eu beaucoup de colère pour toutes les petites associations qui font aussi un travail magnifique et qui n'ont pas cette visibilité.
Chez Emmaüs, on a une énorme visibilité, donc on n'en fait pas partie. Qui ne peuvent pas parler au journal de TF1. Non, elles ne sont pas invitées au JT de ça. TF1, ça c'est certain. De temps en temps, on les invite chez Mediatico, mais ça ne suffit pas en termes d'audience. Et puis en termes de colère aussi, sur les puissants de ce monde qui peuvent choisir à qui ils vont donner. Franchement, c'est un don qui peut paraître beaucoup, mais on sait très bien que c'est ridicule en pourcentage de ce que gagne notamment la personne dont on a beaucoup parlé, Bernard Arnault en l'occurrence. Avec un don de 10 millions d'euros. Voilà, un don de 10 millions d'euros. Tout de même, je crois qu'il y a des calculs qui ont montré que ça représentait 0,01% de ses revenus. Sur l'année, bon, c'est... Mais il aurait pu ne pas le faire. Il aurait pu ne pas le faire. Un don est un don. Et donc, beaucoup de personnes aussi, à juste titre, il aurait peut-être dû ne pas communiquer dessus. Parce qu'en réalité, il a aussi annoncé qu'il ne demanderait pas de défiscalisation de ce don. Oui, moi j'ai surtout de la colère par rapport au gouvernement, en fait, sur l'incapacité à mettre en place une solidarité nationale, en fait, un système de redistribution où chacun contribue à sa mesure. Et pour vous, ça passe par l'impôt ? Et ça passe par l'impôt qui existe déjà. On sait que bien sûr il y a de la redistribution en France, certainement plus que dans d'autres pays. N'empêche qu'on a aussi un système social qui est attaqué fortement. Et quand on voit que dans le plan pauvreté, par exemple, il n'y a aucune valorisation des minima sociaux, 11% d'inflation sur les aides alimentaires, sur les produits alimentaires, en un an, pas 1 centime de plus pour le RSA. Et donc on donne de l'argent au Resto du Cœur. Le message, c'est quoi ? Si vous avez faim, allez faire la queue au Resto du Cœur. On ne vous mettra pas en place des minima sociaux vous permettant d'avoir ce filet de sécurité. Pas une place d'hébergement d'urgence en plus, par exemple, dans le plan pauvreté, alors qu'il y a plus 20% d'enfants à la rue. Le gouvernement a annoncé qu'il maintenait le nombre de places ouvertes d'hébergement d'urgence. Visiblement, c'est une chance déjà d'avoir un maintien. Maud Sarda, je profite de votre présence parce qu'on parle des Restos du Cœur, de la Croix-Rouge, du Secours populaire. Emmaüs. Est-ce que Emmaüs aussi est en difficulté, et en particulier la Belle Emmaüs, parce que c'est la Belle que vous représentez ? Alors, je pense qu'Emmaüs a lancé un cri d'alarme cette année qui a été entendu par pas mal de personnes, début d'année, en mars précisément, avec une campagne un petit peu choc de hacking de Vinted avec une façon un petit peu ludique, montrer quand même quelque chose de grave, à savoir la chute des dons d'objets, des dons de matériel. C'est le modèle d'Emmaüs depuis toujours. Et effectivement, ça baisse. Ça baisse en qualité, surtout, puisqu'il y a un réflexe de vendre avant de donner. Pour autant, je pense qu'il y a encore beaucoup de dons qui sont faits à Emmaüs, et heureusement. Et donc là, aujourd'hui, je n'ai pas d'informations au sujet d'une communauté Emmaüs qui fermerait à cause de la disparition totale des dons. Ça ce serait mentir. Je pense qu'il y a encore beaucoup de dons, mais en revanche, la qualité baisse drastiquement. Et il y a certains produits qu'on n'arrive aussi plus tellement à collecter, et ça c'est un problème, comme l'électroménager par exemple, parce que ça c'est une demande très forte des ménages qui n'ont pas beaucoup de moyens pour s'équiper, et on n'arrive plus en fait à avoir ces produits. Pourquoi ? Aujourd'hui, les marques aussi se réapproprient leurs invendus, leurs surplus, et développent leur propre gamme de seconde main. C'est vrai dans l'électroménager, ça devient vrai aussi dans l'habillement. C'est beaucoup vrai dans l'habillement, effectivement. On a des grandes marques de distribution de vêtements qui lancent maintenant leur corner seconde main. La fast fashion comme Zara lance une plateforme de seconde main, donc il n'y a plus de limite visiblement. Donc ça c'est inquiétant pour vous. On peut rappeler aussi que derrière votre activité de revente d'objets de seconde main, il y a aussi de la création d'emplois, des emplois d'insertion. Alors la Belle Emmaüs dans tout ça, comment on s'en sort ? Le e-commerce va pas très bien cette année quand même. Donc là on a eu les chiffres dernièrement, c'est en négatif par rapport à l'année dernière tout de même. C'est un peu la première fois quand même que le e-commerce a une croissance, pour le coup une décroissance par rapport à l'année précédente. Donc nous, on a quand même une croissance dans ce contexte-là. On peut considérer qu'on s'en sort mieux que la moyenne. Sauf que c'est une croissance qui est bien plus faible que les géants de la seconde main, type Vinted. Donc on a aussi une grosse difficulté à être visible dans cette période où les marques se mettent toutes à la seconde main,
Vinted est plus gros que jamais avec 22 millions d'abonnés en France. Et ils ont des budgets marketing pour budgets communiquer que vous n'avez peut-être pas. Donc c'est pour ça que vous venez dans ESS News le live pour raconter aussi ce que vous faites. Alors dites-nous, cette rentrée à petit prix, comment est-ce qu'on fait pour bénéficier de label Emmaüs pour acheter moins cher des produits de la rentrée et qu'est-ce qu'on trouve sur votre plateforme et à quel prix? Déjà, on trouve tous les produits du quotidien et encore plus ceux de la rentrée. Donc, il y a beaucoup de produits culturels, beaucoup de livres. Et tous ces livres-là, ils n'ont même pas besoin de promotion. Ils sont déjà, pour la plupart, à 2 €, donc extrêmement accessibles. Il y a beaucoup d'high-tech aussi. Il y a beaucoup d'ordinateurs, voilà, de smartphones. On trouve un peu de fourniture scolaire ou pas? On trouve un petit peu, mais ça, on va plus le trouver dans les Emmaüs physiques. D'accord. Et pour le coup, il y en a beaucoup dans les Emmaüs physiques, avec des dons, souvent. D'un vendu neuf de marque, ça se fait encore sur les fournitures qui sont très accessibles. Et des vêtements, des cartables? Voilà, il y a beaucoup de vêtements, oui, il y a des cartables. Ouais. Non, mais c'est ça la rentrée pour les parents aussi. Oui, c'est vrai, donc, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et il y a aussi du mobilier pour s'équiper, pour tous ceux qui emménagent. Il y a de tout, mais il faut aussi aller dans les boutiques physiques parce que là, il y a un choix encore plus important, je pense, en termes de mobilier, d'équipement de la maison. Voilà. Il y a aussi une montée de la précarité étudiante qu'on connaît depuis le Covid parce qu'elle a obtenu tout à coup beaucoup de visibilité et vous proposez en ce moment des réductions pour les étudiants. Oui, on a fait des opérations avec les Crous, avec la mutuelle des étudiants aussi, donc qui ont distribué en fait des bons de réduction à tous leurs adhérents, voilà, pour acheter un petit peu moins cher. Sur du moins 10%, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça. On fait ce qu'on peut, hein. Oui, bien sûr. On fait de notre mieux. Mais on est les prix déjà sont petits, donc cher oui, c'est ça. D'habitude. Il faut se rendre compte qu'un panier moyen sur Label Emmaüs, c'est 33 €. Et vous avez un modèle économique à faire tourner, quoi qu'on en dise. Et nous, évidemment. sur ce panier, on ne prend qu'un pourcentage en plus pour faire tourner toute cette plateforme. Donc, ce n'est pas un modèle facile à rentabiliser aussi. Séverin, chez Etikado, est-ce que le prix pour sélectionner vos enseignes partenaires, est-ce que c'est un élément qui compte? Est-ce que c'est un critère pour être dans le catalogue d'Etikado? Alors, non. Nous, sur la carte Etikado, ce qu'on souhaite vraiment montrer, c'est quel que soit ce qu'on achète, quel que soit ce qu'on consomme, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux environnementaux derrière. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on référence les marques, les enseignes, les boutiques qui répondent à ces enjeux sociaux et environnementaux. Et après, du coup, par exemple, on va avoir des fois, ça va être moins cher. On va penser, par exemple, aujourd'hui, avec une carte Etikado, on peut s'acheter un smartphone. Les enjeux environnementaux autour du smartphone sont liés au fait que les analyses de cycle de vie montrent que les principaux impacts sont au niveau de l'extraction des matières, au niveau de la production, etc. Donc une façon de répondre à ces enjeux, c'est de prolonger la durée de vie, donc vers des smartphones reconditionnés. Alors il y a des enjeux sociaux autour du reconditionnement, hein. Quand on reconditionne, si on cite des marques, si on va sur Back Market, on peut retrouver des smartphones reconditionnés à l'autre bout du monde dans des conditions un peu obscures. Donc nous, on va être sur des smartphones reconditionnés en France. Et ça, c'est bien moins cher que l'iPhone 15. Mais on trouve des grandes marques de téléphones portables. On n'est pas que sur du Fairphone, par exemple, qui est évidemment un téléphone éthique, forcément que vous vendez, mais vous ne vendez pas que celui-là. Oui, effectivement. Alors nous, effectivement, il y a une autre façon, c'est sur les smartphones, on adresse ça avec l'économie de la fonctionnalité. Donc, on travaille avec Common, qui est aussi une coopérative, qui loue des Fairphones avec l'objectif qui sont des smartphones éco-conçus, avec l'objectif de le faire durer dans le temps. Et effectivement, dans le reconditionnement, en fait, si on prend par exemple les ateliers du bocage, qui est également une SIC qui revend via Label Emmaüs, globalement, eux, ils vont reconditionner les téléphones qu'ils récupèrent. Donc, il va y avoir des Apple, il va y avoir des Samsung, il va y avoir des Huawei, il va y avoir à peu près toutes les marques. Mais pour nous, c'est une façon d'adresser le sujet. Et quand on parlait tout à l'heure du fait que l'objectif, c'est comment est-ce qu'on rend aussi le fait de consommer plus durablement accessible, là, on a la seconde main qui est clairement une solution. Après, on va avoir dans d'autres enjeux, par exemple les cosmétiques, on va être sur des cosmétiques solides, etc., qui aussi permettent de répondre à l'enjeu. Ouais. Alors, parlez-nous de cette nouvelle plateforme Éthique Avantage qui permet d'avoir des produits un peu moins chers finalement, parce que c'est ça le sujet de cette rentrée, c'est les prix sont trop chers, comment est-ce qu'on fait pour acheter moins cher? Oui, alors nous, en fait, nos principaux clients, il faut revenir un petit peu à la genèse, les principaux clients sur les cartes cadeaux, le marché de la carte cadeau, c'est un marché à peu près 5 milliards d'euros par an en France, et c'est principalement drivé par les comités d'entreprise, donc les CSE, qui offrent des cartes cadeaux, dont des cartes Etikado, à Noël pour leurs salariés. Seulement, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de CSE qui souhaitent offrir l'accès à une consommation plus durable, mais ils disaient, ouais, mais si je change la carte cadeau et qu'elle est plus valable chez Jouet Club, chez Amazon, chez Ikea, etc., c'est compliqué, donc je ne vais peut-être pas prendre l'Etikado. Nous, on leur propose de laisser le choix à chaque salarié, mais pour autant, il y en a qui trouvent que ça trop compliqué. Et en fait, ces CSE, on leur a demandé, mais
si pour quelques euros par an par salarié, est-ce que vous auriez envie d'offrir du pouvoir d'achat à ces salariés, mais du pouvoir d'achat axé vers une consommation plus responsable? Et donc là, en fait, on s'est rendu compte que oui, c'était une vraie volonté des comités d'entreprise. Donc nous, on a réfléchi à une solution où en fait, on va faire payer un abonnement au CSE, qui va payer un abonnement pour ses salariés à quelques euros par an. Et le salarié va avoir accès à une plateforme, il va se connecter avec son login, son mot de passe. Et en fait, là, on va référencer nos partenaires habituels, plus d'autres. Et en fait, plutôt que prendre une commission, c'est ce qui se passe quand quelqu'un dépense sa carte Etikado dans une boutique. En fait, nous, on va reverser l'argent à la boutique, moins une petite commission. Et on s'est dit, comme notre modèle, c'est sur l'abonnement, on n'a plus besoin d'avoir la commission. Donc cette commission, autant la verser sous forme de réduction. Et donc comme ça, en fait, on va avoir, du coup, on va rendre plus accessible. Et ça, en fait, c'est pris en charge par le CSE. Et derrière, alors, ça veut dire que c'est réservé aux salariés qui ont la chance d'avoir un comité d'entreprise, un CSE, ou est-ce qu'en fait c'est ouvert à un public un peu plus large? Alors, dans un premier temps, nous, on a adressé les CSE. Là, on vient de signer nos premiers contrats. On vient de signer typiquement depuis mardi. Donc là, on est jeudi, donc depuis 2 jours. Tous les agents de la ville de Paris et de la PHP ont accès à cette plateforme. Et donc, du coup, c'est pris en charge par la GOSPAP. Ça fait combien d'agents, ça? Ça fait 160 000 agents. Waouh! Ouais, donc c'était... Quand même. Ouais, donc une grosse signature. Oui, on a un peu Même fiers. si tout le monde ne va pas se précipiter dessus, mais en tous les cas, vous avez un bassin de prospects intéressant. Oui, alors, même s'il n'y a pas 160 000, ça fait quand même d'un coup beaucoup de trafic sur la plateforme. Mais ce qui est très positif, c'est ça qu'on cherche. On cherche à apporter de la visibilité. D'ailleurs, on a même rajouté un moteur de recherche alternatif, ce qui fait que si quelqu'un cherche une marque type Converse, en fait, il va se retrouver on va lui proposer Zeta, Perus, Veja, etc. S'il cherche Amazon, en fait, il va chercher Amazon. Alors là, c'est vrai. On va lui balancer la belle des Emmaüs. idées à Maud pour sa plateforme. Mais là, en fait, même s'il tape Amazon, il va se retrouver avec la belle Emmaüs. Donc, Excellent. Donc c'est ça l'idée, ouais. Bon. Le hacking de Google, je C'est n'avais pas ça, encore pensé. le hacking de Google. Allez, on quitte le sujet de l'inflation et puis on va faire le grand écart. On va parler de Forbes, le magazine des millionnaires, des milliardaires, des plus riches. On va parler aussi des licornes, du festival des coopératives et on va parler de sport. Donc de rugby évidemment, mais aussi de bateau à voile. C'est le Zoom dans ESS News. Premier zoom, c'est une photo cet été publiée dans le magazine Forbes, qui est connu pour diffuser chaque année le classement des milliardaires dans le monde. Maud Sarda, vous n'êtes pas encore milliardaire, mais vous êtes dans Forbes. Alors il faut que vous nous expliquiez ce tour de passe-passe, et je précise que vous êtes dans Forbes parce que vous êtes, paraît-il, une femme remarquable. Alors, j'étais la première surprise, je tiens à le dire. Vous n'avez Quand pas j'ai vu payé ma tête Forbes pour dans être Forbes. publié. Non. Oui, j'étais assez surprise. J'ai acheté le magazine là, le samedi matin avec mes enfants et puis on l'a feuilleté. Et puis, On vous a prévenu parce que vous n'achetez pas le magazine tous les samedis matins. Non, on m'avait prévenu 2 jours avant. Ouais. Voilà, c'est Forbes eux-mêmes qui vous ont prévenu Oui, ou pas? Oui, tout à fait. D'accord. Et donc on l'a feuilleté avec mes enfants. Et puis là, ils sont tombés sur des têtes connues du style Oshi, la chanteuse. Alors ils en revenaient pas. Maman, t'es à côté de Oshi. Oui, alors, bon, au-delà de... C'est pas non plus l'événement de l'année, faut pas exagérer. Mais voilà, c'est un symbole quand même qui est intéressant. Ça veut pas dire que Forbes et tous les médias qui effectivement construisent cet imaginaire autour de l'argent, du pouvoir, sont en train de complètement basculer vers la sobriété, la solidarité, etc. Vous pouvez passer des messages. C'est intéressant d'avoir un petit article sur vous, sur votre engagement, sur ce que vous faites avec les Belles Emmaüs, diffusé auprès d'un public, d'un lectorat de Forbes qui peut-être n'achète pas sur votre plateforme. Ça participe à construire aussi un autre imaginaire, je pense. Et c'est important qu'on soit acteur de la solidarité, de la sobriété, d'une autre économie, qu'on soit présent dans tous ces médias-là, qu'on soit sur les réseaux sociaux. Qu'on soit sur les TikTok. Et ça, vous y êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. Mais c'est important parce que il faut qu'on occupe cette place et qu'on raconte une autre histoire qui donne envie, qui rend les autres ringards. Qu'on sorte aussi de la moralisation, je pense, qu'on modernise un petit peu notre approche. Et qu'on s'empare de ces médias. J'avais eu un article dans le Challenge aussi, quelques temps avant,
Et effectivement, j'ai des personnes avec qui j'étais en école de commerce il y a de nombreuses années étaient un peu tombées de l'armoire en fait. Bien sûr. En me voyant dans le challenge. Ils se sont dit pourquoi pas moi? Pourquoi Maud et pourquoi pas moi dans le challenge? Mais ça me fait sourire ce genre de choses. C'est un peu le pari en fait. C'est bien. Est-ce que vous avez compris pourquoi Forbes vous a repéré? Je pense que c'est des rôles modèles à inventer, à avoir d'autres personnes et aussi d'autres femmes leaders qui peuvent se battre pour autre chose que de la célébrité, de l'argent. Avec un numéro sur ces 40 femmes remarquables. Et il y a plein d'autres femmes remarquables dans cette sélection. Et vraiment, il y en a au moins 39 autres. Je ne suis pas non plus un ovni là-dedans. Il y a plein de femmes qui sont très engagées dans cette sélection. Oui, vous l'aviez écrit d'ailleurs. Vous étiez heureuse d'être à côté d'une telle et une telle. Et effectivement, ouais. Alors, Séverin Pratz, lui, il n'est pas encore dans Forbes, mais c'est un homme remarquable quand même. Il vient d'entrer avec Etikado dans le mouvement des licornes. Alors, le mouvement des licornes avec 2 O au milieu. On ne parle pas des startups qui sont valorisées 1 milliard d'euros avant même d'avoir fait 1 euro de chiffre d'affaires. On parle des licornes coopératives. Et ce mouvement des licornes, eh bien, il vient de faire sa rentrée, c'est vrai, avec le festival Londe de Cop qui avait lieu il y a une dizaine de jours. Et une grosse annonce à la clé, c'était l'élargissement du mouvement des licornes à Etikado, Tank, Wincoop et Biocoop. Ce ne sont que des coopératives d'intérêt collectif. C'est vrai, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de rejoindre ce mouvement? On voit la photo là sur scène, voilà la photo de la famille qui s'est élargie à Londe de Coop. Pourquoi c'est important pour vous de rejoindre ce mouvement? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, c'était important pour nous parce que déjà, on est une SIC, enfin, on est une coopérative, donc déjà le... Donc SIC, c'est Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Exactement. Alors, on va expliquer ce que c'est. Ouais, alors c'est-à-dire que globalement, alors c'est voilà, c'est une société de personnes, alors avec une gouvernance partagée, avec, alors, nous, dans notre cas, une non-lucrativité, etc. Avec vraiment et cette mission d'intérêt collectif qui, pour nous, est même une mission d'intérêt général, enfin pour Label Emmaüs qui l'est aussi. Et quand on dit intérêt collectif, ça veut dire que vous ne pensez pas juste à vos salariés et à vos clients, vous associez tous les partenaires de votre écosystème. En fait, c'est ça qui est intéressant dans une SIC. Oui, le principe d'une SIC, c'est qu'elle est administrée par l'ensemble de ses parties prenantes. Dans notre cas, c'est effectivement les salariés ont 42% du pouvoir en AG, les enseignes et assos partenaires 38%. On a les particuliers sympathisants, donc tout le monde peut devenir sociétaire d'Etikado. Et ça, c'est 10%. Et il y a 10%, c'est d'autres personnes morales partenaires, auxquelles on va trouver des Et ça veut dire que vous écoutez les demandes de ces gens-là pour construire votre stratégie d'entreprise, en fait, c'est ça? Oui, c'est complètement le principe. C'est-à-dire que globalement, on va chercher... alors nous, en plus, on a une mission, donc c'est de favoriser une consommation plus respectueuse des femmes, des hommes et de l'environnement. Donc globalement, ça, c'est notre ligne directrice. Et en fait, ensuite, on va décider ensemble de comment est-ce qu'on l'amène à la fois une fois par an en AG et puis au quotidien. Alors pourquoi vous rejoignez ce mouvement des licornes? Est-ce que c'est vous qui en avez fait la demande? Est-ce qu'on vous a sollicité? Comment ça s'est passé? Alors oui, c'est nous qui en avons fait la demande. C'est-à-dire que donc, les licornes existent, je crois, depuis 2 ans ou 2 ans et demi. Donc il y avait, je crois, une volonté d'ouverture à de nouvelles coopératives. Nous, très clairement, ça correspondait à... Enfin, déjà, nous, on a une vision très collective. Enfin, on est complètement convaincu que c'est en travaillant, enfin on parlera rugby peut-être après, mais on est beaucoup plus fort ensemble. Enfin, il n'y a pas de question. Et les licornes avaient en tout cas la ligne directrice qui correspondait le plus à nous, notre vision, parce qu'on est déjà au mouvement Impact France, à la CRES, à l'URSCOP. Voilà, on a adhéré à beaucoup de mouvements et celui-là, je pense, c'était vraiment celui dont la vision nous allait le mieux. Et donc oui, on a fait acte de candidature. Ensuite, il y a un petit process, bien sûr, pour valider si on est en adéquation, etc., ce qu'on peut apporter. Et vous, ça vous apporte quoi? De la visibilité, du réseau, des nouvelles portes d'entrée commerciales? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors déjà, ça apporte le fait que nos messages, notre vision, etc., va être porté encore plus. Donc voilà, donc ça, c'est déjà un premier rapport. Effectivement, ça apporte de la visibilité. Londe de Coop a eu pas mal de visibilité. Donc, ça, beaucoup, la salle était pleine. Hein. C'était à l'Académie du Climat à Paris. C'était blindé, franchement. Il faisait chaud. Oui, il faisait chaud en plus. Et oui, donc de la visibilité aussi. Aussi des échanges de bonnes pratiques. C'est-à-dire que nous, on est une coopérative qui est assez jeune par rapport à d'autres. Et donc, je pense qu'on a énormément à apprendre de ce que font les autres, etc. Donc là, je pense qu'il y a ça. Je pense que nous, on peut éventuellement apporter aussi avec notre vision, ce qu'on fait, etc. Donc pour moi, c'est la force d'un collectif, c'est ça. Et donc, vous avez assisté hier à votre premier conseil d'administration des licornes. C'est ça. Alors, il y a des secrets à savoir Il n'y a pas de bizutage. C'est ça la question. Mais vous avez parlé de la stratégie des licornes à terme. Et en quoi ça vous parle?
Oui, alors là, la stratégie des licornes à terme, elle est déjà, la vision plus que la stratégie, elle est déjà écrite. Ça existe déjà. Là, on est beaucoup plus sur comment on va organiser l'année 2023-2024, quels sont les chantiers prioritaires, etc. Maud Sarda, vous faites partie des licornes, Label Emmaüs, depuis le début. Vous faites partie des cofondateurs du mouvement des licornes, donc il y a 2 ans, effectivement. Comment ça s'est passé quand vous avez vu arriver les postulants? Comment avez-vous fait la sélection des membres que vous acceptiez? Est-ce que vous en avez refusé? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'élargir ce mouvement? Ça a été une étape très intéressante et fondatrice finalement, hein, parce que pour accueillir des nouveaux membres, il faut être sûr de son identité. Et donc finalement, chaque question qu'on s'est posée pour les candidats nous renvoyait nous-mêmes vers nos propres visions. Et même rien qu'à 9, c'est pas si facile. Même en étant toutes des SIC, en étant tous des personnes très investies, très militantes. Parce que vous étiez 9 et vous êtes 13 maintenant. Et maintenant on est 13. Donc voilà, je pense que ça a permis de nous solidifier tous autour d'une vision commune. La vision qu'on a, c'est d'être des alternatives fortes dans tout milieu économique. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de diversité de secteurs. Dans les licornes, ça va de la mobilité aux biens de conso, aux cartes cadeaux, au transport maritime, au transport ferroviaire, etc. Donc c'est au secteur bancaire, à l'énergie. Donc finalement, c'est pas toujours si simple ensemble de construire des projets, parce qu'on n'a pas des liens évidents en termes de secteur économique, mais on essaie de chacun incarner une alternative forte, crédible. Voilà. Donc c'est sur ce critère principal, je pense, qu'on a déjà sélectionné les candidats. Voilà. Qu'est-ce qu'ils incarnaient dans leur secteur d'activité? Est-ce qu'ils avaient la capacité de représenter une alternative forte? Et on peut se demander aussi, votre mouvement des licornes qui s'ouvre au bout d'à peine 2 ans d'existence, c'est presque tôt en réalité, mais vous vous êtes senti suffisamment fort pour l'ouvrir. Et vous avez en ce moment, nous observons en ce moment l'offensive en termes de communication du président des licornes, Bastien Sibille, qui lui est aussi président de sa propre coopérative, Mobicop, donc dans les mobilités. On est en pleine semaine européenne de la mobilité. Il est très occupé, Bastien. Et il fait une grande offensive de communication pour mobiliser, pour fédérer. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce message et de cette vision qu'il est en train d'essayer d'insuffler? Oui, Bastien, il porte la vision d'un financement beaucoup plus ambitieux en fait pour ce secteur coopératif, parce qu'en étant des coopératives, on le vit au quotidien. C'est le chemin de croix, le parcours du combattant pour trouver de l'argent. Et plus on a d'impact, plus c'est compliqué. Donc ça n'a aucun sens. Et donc nous, on le vit. On a cette chance peut-être d'avoir un peu plus de visibilité que d'autres SIC, parce que finalement, les SIC, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 1300 en France, à peine. Alors là, il y a vraiment un regain quand même. Ces dernières années, il y a une belle croissance. Je crois qu'il y a plus 7% de SIC en 2-3 ans à peine. Donc c'est chouette. Ça commence à être de plus en plus connu. Mais donc il y a besoin de têtes de pont, voilà, qui vont défricher la question du financement, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et si on veut vraiment changer d'échelle et être des alternatives fortes dans un secteur d'activité, ça ne se passera que par là. Quand on veut faire du bancaire, la Nef fait une levée de fonds où elle cherche 30 millions. On commence à avoir besoin de sommes qui sont conséquentes. Quand Enercop lance sa propre production d'énergie renouvelable, c'est des investissements qui sont colossaux. Biocop vient d'entrer en même temps qu'Etikado dans les licornes. Biocop est une tête de gondole, j'ai envie de dire, une tête de pont très connue des Français. Comment ça se fait que Biocop n'était pas dans le premier wagon des licornes ? Alors ça, je ne connais pas forcément l'histoire, effectivement. On aurait pu se dire, enfin voilà, non mais si vous ne connaissez pas l'histoire, on ne va pas en parler, mais on aurait pu se dire, bah oui, Biocop, en fait, dès le début, ils auraient pu être cofondateurs, mais ils sont là dès maintenant, c'est très bien. Donc 1300 coopératives d'intérêt collectif en France, dont 1% dans les licornes. Il va falloir passer à 2% l'année prochaine. Voilà, comme ça c'est un mouvement qui va grandir.
Nouveau zoom à présent sur le climat, parce que le gouvernement a annoncé cette semaine qu'il s'engageait sur un programme de planification écologique. Alors, on en aura les détails plus précis par filière économique lundi prochain. Mais Maud Sarda, comment est-ce que vous avez regardé, vous, l'engagement du gouvernement français en la matière? Il paraît que c'est le gouvernement le plus avancé au monde en matière de planification écologique. Oui, il paraît que c'est le seul à faire de la planification écologique. Moi, je n'ai pas une vision géopolitique assez poussée pour vous dire ce que j'en pense sur ce plan-là. En revanche, c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à regarder les engagements écologiques avec le filtre de l'engagement social. Et heureusement, je ne suis pas la seule quand même. Il y a des experts comme ceux du GIEC, par exemple, qui l'ont affirmé dans leur dernier rapport qu'il n'y aura pas d'écologie sans lutte sociale. Et malheureusement, de nouveau, c'est la grande absente de cette planification écologique qui annonce quand même des sommes importante, ça on ne peut pas le nier. Alors après, il y a encore des arbitrages, si j'ai bien compris, que nous attendons du président. Donc attendons de voir ce qu'il dira. Mais en tout cas, les sommes annoncées paraissent importantes. En revanche, dans ces sommes-là, il n'y a aucune notion de justice sociale. La somme annoncée, c'est 30 milliards d'euros. Et les spécialistes disent que c'est la moitié de ce qu'il faudrait. Donc c'est compliqué quand même, hein, parce qu'il faut autant de financement privé que public. Bon. En tous les cas, vous, les internautes qui nous regardez sur notre chaîne Twitch, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en direct dans le chat à nos deux invités, Séverin Pratz d'Etikado et Maud Sarda de Label Emmaüs. Et Maud Sarda, encore une question parce que on va rester sur le climat une minute. Vous avez diffusé cet été une photo de vous, une très jolie photo en noir et blanc sur votre profil LinkedIn qui porte un message fort et ce message c'est 340 ppm. Alors on va la voir cette photo, mais expliquez-nous le message de cette photo et expliquez-nous aussi le projet artistique, parce que c'est un projet artistique. Oui, c'est le projet artistique de Marie-Lou Mauricio. C'est déjà une personne pour qui j'ai beaucoup d'amitié personnellement. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était en plein Covid et elle devait faire une photo de moi pour un projet. Et donc elle est arrivée masquée avec des mètres de distance en me disant si tu veux on prend la photo dehors, etc. Je lui ai dit écoute arrête, viens prendre un café. Et voilà, et on a beaucoup discuté parce que c'est quelqu'un qui a fait une reconversion professionnelle importante pour s'engager, qui est très militante. Voilà, on voit votre photo. Et donc voilà, ça fait 1 an qu'elle a lancé ce projet, ça a un succès fou et je suis tellement heureuse pour elle parce que des artistes militants comme ça, il n'y en a pas tant. Et voilà, que c'est autant de succès, c'est formidable. C'est aussi d'abord parce qu'elle a beaucoup de talent. Et donc, est écrit sur mes bras 340 ppm. Donc, oui, qu'est-ce que c'est ce message? Les ppm, ce sont les parties par million. Donc, c'est la concentration de CO2. On va la faire simple hein, dans l'atmosphère due aux énergies fossiles, en fait. Hein. Donc, ça, voilà, plus on en brûle, plus ça se concentre. Et 340, c'est la concentration qu'il y avait lors de mon année de naissance, hein, en 1981. Donc en fait, elle est en train de changer le rapport au temps, le rapport à ce que c'est que le XXe siècle, à l'année zéro. Voilà, on est aujourd'hui en 2023, mais on n'est plus en 2023, on est en X ppm. Exactement. Donc je ne sais pas quand est l'année du 0 ppm, parce que je n'ai pas creusé l'affaire, mais c'est très intéressant de revisiter notre rapport au temps au travers de l'enjeu climatique. Et donc 340 ppm. Ça veut dire que vous êtes né cette année-là, donc quelqu'un d'autre qui serait né la même année que vous aura aussi 340 ppm. Tout à fait. Et donc c'est ce que vous inscrivez sur votre corps. Et le principe artistique de ce projet-là, photographique, c'est effectivement de l'inscrire sur le corps. Et donc les gens qui se font prendre en photo peuvent l'inscrire sur le front, sur la poitrine. Ils ont un geste qui doit vouloir dire voilà, leur rapport à l'écologie. Alors j'en viens à votre geste. Vous vous serrez la main. Oui, si on peut revoir cette photo, ce serait intéressant que vous nous expliquiez pourquoi vous vous serrez la main à vous-même. C'est l'image de 2 mains qui se serrent. Hein, voilà. Donc c'est vraiment pour symboliser la solidarité, de nouveau l'engagement social et de relier écologie à combat social.
qui est pour moi malheureusement la grande oubliée en fait. Il y a eu ce plan pauvreté le lundi pour un demi-milliard avec la plupart du temps des mesures absolument du saupoudrage et puis 2 jours plus tard, même pas, je crois que c'était le lendemain, le mardi, il y avait l'annonce de la planification écologique à 30 milliards et c'est formidable, c'est ce qu'il nous faut et c'est même pas suffisant comme le disent la plupart des experts, mais en fait c'est fou ce décalage à 24 heures près. C'est fou, effectivement. Merci pour l'explication de ce joli projet de Marie-Lou Mauricio. Séverin Pratz, je ne crois pas que la photographe Marie-Lou Mauricio vous ait déjà contacté pour une photo de vous en PPM, si? Non, pas encore en tout cas. Mais on va regarder une autre photo de vous et on passe au sport avec un zoom sur le rugby. La Coupe du Monde, bien sûr, parce que vous la regardez forcément de très près, Séverin, puisque vous êtes un ancien joueur de rugby. Et je n'ai pas résisté à la tentation d'un petit photomontage où l'on voit l'équipe de France, bien sûr, avec la Coupe du Monde à remporter. Mais en bas à droite de cette photo, c'est vous, il y a quelques années, en train de jouer au rugby. Je me suis fait plaisir. Alors il faut que vous nous racontiez, Séverin, c'était où, c'était quand et à quel niveau vous avez joué au rugby? Alors ça devait être vers 2005-2006, je dirais. C'était quand je jouais au Sporting Club Albigeois, donc c'était en top 14. Et je vois que je suis en train de plaquer Fabien Pelouse, je crois, qui était le capitaine. Donc c'était un match contre le Stade Toulousain, donc Fabien Pelouse, qui était le capitaine de l'équipe de France à l'époque, je crois. Waouh! Voilà. Je me suis pas trompé dans le choix des photos. Non, et effectivement, alors c'était il y a un moment maintenant. Et donc oui, effectivement, j'ai commencé, j'ai joué au rugby en pro de l'âge de 19 ans à l'âge de 24 ans. À 24 ans, j'ai arrêté parce que de nombreuses blessures. Mais ouais, c'est toujours un bon souvenir. Et puis la passion est... Alors c'est ça, nombreuses blessures. Je voulais vous demander comment est-ce qu'on passe du rugby à Etikado? C'est quoi le parcours? Ouais, moi j'ai eu la chance de faire en parallèle du rugby pro, de faire des études. Donc j'ai fait une école de commerce où je me suis spécialisé en management et développement durable. Donc il y avait déjà cette fibre, pas tant sociale à l'époque, beaucoup plus écologique. J'avais pas encore fait le lien entre les deux. Mais en parallèle, je faisais du rugby. Donc dès que j'ai eu mon diplôme, à 22 ans, j'ai vite voulu faire du rugby. Et puis là, pendant 2 ans, blessé, j'étais à Bordeaux-Bègles à l'époque. J'étais blessé pendant 2 ans. Et là, du coup, je me suis mis à travailler dans l'écologie, donc à faire des bilans carbone notamment, travailler dans le recyclage chez Paprec, chez Ecomobilier. Et puis ensuite, un jour, l'idée d'Etikado est arrivée et puis je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui pouvait avoir beaucoup d'impact, un modèle économique et que ça pouvait vraiment valoir le coup. Alors pour la petite histoire, au début, je connaissais pas les SIC. Je connaissais pas les SIC. Au départ, personne ne connaît les SIC. Ouais, au départ. Ouais, on va dire en école de commerce, c'est pas forcément ce qu'on nous apprend. En tout cas, ou alors peut-être dans certaines écoles, peut-être, mais en tout cas pas dans celle où j'étais. Et en fait, c'est en faisant mon étude de marché, savoir si vraiment c'était intéressant, je suis tombé sur le site de Label Emmaüs et j'ai découvert la SIC. Et là, après, je suis tombé amoureux du modèle et du coup, je suis allé aux réunions de l'URSCOP sur comment est-ce qu'on monte une SIC, etc. Et donc, tout est né un petit peu de ça. Et puis, alors, je ne regrette pas parce que je pense que c'est vraiment le meilleur modèle. Belle histoire. Alors, Séverin, ce soir, il y a un match. Oui. On gagne ou on ne gagne pas? Alors, France-Namibie, alors je pense qu'on est quand même favori. Je pense que l'équipe de France fait quand même partie des meilleures équipes du monde. La Namibie, c'est une équipe, je crois, qui n'a jamais gagné un match en Coupe du Monde. Donc, a priori, quand même, la France devrait l'emporter avec un écart, je pense, un peu significatif. Et vous êtes content de voir la façon dont se déroule la Coupe du Monde, de voir la Coupe du Monde se dérouler en France d'abord, et puis avec une disposition éclatée sur l'ensemble du territoire? Oui, alors déjà je suis très content parce que, je me rappelle au début les Coupes du Monde de rugby, je regardais tous les matchs, j'avais l'album Panini avec les autocollants, etc. Donc il y a toujours ça qui revient. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enthousiasme autour de cette Coupe du Monde, autour de l'équipe de France, mais autour de beaucoup de gens qui viennent en France pour assister aux matchs de leur pays. Une ambiance bon enfant, c'est ça qui est aussi intéressant principalement quand même. Voilà, donc oui, beaucoup de bonheur. J'irai voir un match, donc je suis content. Et puis alors on fait le lien avec l'environnement, l'enjeu climat, parce qu'en matière de bilan carbone, on a appris la semaine dernière que cette Coupe du Monde, elle va émettre 640 000 tonnes de CO2. Alors moi je vous avoue, 640 000 tonnes de CO2, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais par contre, on sait que c'est 50% de plus que ne l'avait annoncé le comité d'organisation. Et ça, c'est à cause des déplacements en avion des supporters. Qu'est-ce que ça vous évoque? Comment vous réagissez à ça? Je pense que c'est une question que doit se poser pas uniquement la Coupe du Monde de rugby, mais tous les grands événements sportifs, parce qu'on a les JO l'année prochaine, on a les Coupes du Monde de foot tous les 4 ans.
j'ai pas la réponse, mais je sais en tout cas que aujourd'hui, la façon dont on fait les événements, on se déroule les événements comme ça, aujourd'hui, ne sera peut-être pas soutenable, ne sera peut-être pas accepté aussi à l'avenir. J'ai pas la solution, je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur ces sujets, mais clairement, c'est un peu qu'est-ce qu'on en dira dans 20 ans quand la température aura nettement augmenté, etc. Je pense qu'on nous prendra un peu pour des fous en disant mais vous faisiez vraiment ça avec, vous connaissiez le bilan carbone et vous le faisiez. Et donc quand vous regardez aujourd'hui l'équipe néo-zélandaise qui fait le maximum de trajets en train, vous pensez que toutes les équipes devraient faire ça? Autant que possible. Après, il y a des enjeux, etc. Moi, je pense que le train, surtout l'équipe de France de football a rigolé en conférence de presse quand des journalistes leur ont demandé s'ils pouvaient prendre un peu moins l'avion. Vous parlez de Charavois. Oui, c'était l'équipe du PSG, je crois. Moi, je pense que c'est le jour où j'ai vraiment arrêté de suivre le foot. Oui, non, clairement, j'ai eu un électrochoc sur le fait que ce sport qui m'a fait rêver, en fait, correspondait à peu près à l'inverse des engagements que j'avais par ailleurs. Et que, en fait, il y a plein d'autres trucs super à faire dans la vie que de suivre le foot. Donc effectivement, l'histoire du char à voile a eu cet effet en tout cas. On reste dans le sport avec un dernier zoom avec Maud Sarda pour parler d'un bateau qui porte aussi le nom de Licorne et qui porte les couleurs de la belle Emmaüs. C'est le voilier classe 40 la Licorne. Il doit prendre le départ de la Transat Jacques Vabre à La Rochelle fin octobre pour aller jusqu'aux Antilles. Sauf que ce bateau a été accidenté. Et vous avez lancé, Maud Sarda, un appel à contribution de donateurs. Vous avez même interviewé Titouan Lamazou pour plaider votre cause. Et où est-ce qu'on en est? Où en est l'appel à dons? Est-ce que ce bateau va pouvoir partir? Oui, il va partir. C'est incroyable quand même parce que c'est pas nous qui lui avons donné le nom de la Licorne. Il s'appelait comme ça. D'accord. C'est incroyable. Quand on est allé le voir la première fois, quelqu'un de mon équipe, ce jour-là, où on voit la photo, me dit « Viens voir Maud ». Et puis il y avait un tout petit logo comme ça où il y avait écrit la Licorne. C'est incroyable, quel destin. Et donc, les nouvelles du front, c'est qu'on est qualifié déjà, parce que les deux navigateurs, effectivement, ont été quand même percutés très violemment par un bateau de pêche en dehors de sa zone de pêche, sans radar, sans personne sur le pont, enfin complètement en faute. De nuit? De nuit, voilà, pendant qu'ils étaient en train de revenir d'une course de qualification. Donc ça a été tellement violent qu'ils ont perdu le mât. Donc il a fallu recommander un mât, etc. Donc l'assurance, elle le joue, mais pas entièrement. Et les navigateurs prennent quand même tout à leurs frais avec l'aide de sponsors. La belle Emmaüs n'a aucun frais sur ce projet. Tout est offert par les navigateurs et les sponsors. Donc le crowdfunding qu'on a lancé, c'est surtout pour notre projet de solidarité qu'on construit avec cette course. Vous faites bien de le préciser parce qu'il y a eu quelques critiques sur les réseaux sociaux disant mais pourquoi la belle Emmaüs s'associe à une marque de sport de luxe? Et donc votre réponse est celle-ci? Oui, quelque part c'est la même réponse que pour Forbes. Oui. Il faut être dans ces endroits en fait. Pourquoi ce ne serait que des grandes marques de viande par exemple? La dernière fois que je suis allée voir le bateau La Belle Emmaüs, il y avait un immense bateau Charal. Et pourquoi on n'irait pas justement en plein milieu de ces événements et fièrement avec notre petit bateau, qui est beaucoup plus petit que celui de Charal quand même, on va pas se mentir, hisser haut les couleurs de la solidarité, de l'écologie. C'est ça le challenge justement. Donc voilà, en tout cas ce crowdfunding, c'est pour soutenir des apprenants de notre école. On a un centre de formation qui aide des personnes sans diplôme à en acquérir un dans le e-commerce. Et certains ont juste pas de moyens pour se déplacer, se loger, se nourrir pendant leur formation. Donc c'est pour ça l'appel à solidarité. C'est la fin du Zoom. On va regarder les questions des internautes tout de suite. ESS News le live sur Twitch, c'est là que vous pouvez poser vos questions et interpeller nos invités, nos acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et vous pouvez aussi poser vos questions sur les réseaux sociaux. Ça tombe bien parce que je ne vois pas de questions dans le chat sur Twitch, mais je vois encore des personnes connectées. Donc vous pouvez poser des questions. Et en revanche, nous avons reçu 2 questions sur les réseaux sociaux. Nous avons Charlie qui pose une question à Maud Sarda.
Vous avez caché des tickets d'or dans des colis que vous envoyez. Est-ce qu'on gagne le droit de visiter l'usine de la Belle Emmaüs? Ça fait un peu Charlie et la chocolaterie, hein? Oui, c'est vrai, on a fait ça. On est prêt à tout. Quand on n'a pas les millions de budget communication des géants du web, on fait des trucs comme ça. On met des tickets d'or. Ou là, par exemple, on met des stickers où il y a écrit « Colle tes valeurs » et il y a un QR code qui amène sur notre site. Et donc, on demande aux personnes qui vont trouver ces petits stickers dans leur colis de les coller dans des endroits incongrus, comme par exemple dans des magasins de fast fashion. Histoire que les gens, ils scannent et qu'ils tombent sur la marketplace de la solidarité. Vous hackez le marketing des grandes marques. Donc en tout cas, tout le monde est le bienvenu pour venir visiter notre entrepôt. On est à Noisy-le-Sec dans le 93. Ticket d'or ou pas ticket d'or? Mais ça se visite. Oui, bien si sûr. les gens viennent spontanément, ça ne va pas vous embêter, ça ne va pas perturber votre organisation Déjà, quotidienne. toute la journée, il y a des gens qui viennent retirer leur colis en point relais. Donc, une personne de plus ou de moins, il n'y a pas de problème. Noisy-le-Sec, pour Paris, c'est la gare de l'Est. Hein, et il y a le RER aussi. Donc, voilà. Et une question de Catherine pour Séverin Prat. C'est pas une question d'ailleurs, c'est juste une remarque. J'ai vu qu'Etikado avait changé de logo, c'est sympa ses couleurs. Vous changez d'identité? Oui, on a changé d'identité. Alors, on avait lancé une première identité avec... mais enfin, au tout début, on n'avait vraiment pas de moyens. C'était une pote à moi. Je lui dis, vas-y, fais-nous un logo. Et puis moi, j'aime bien les petits singes. Tu veux pas nous mettre un petit singe? Et sauf qu'en fait... voilà, on a bien grandi. En fait, on a eu des retours aussi sur le fait que, bah oui, mais le petit singe, on comprend pas bien. Vous défendez le local, vous défendez... Enfin, ok, ça n'a pas trop de sens. J'étais là, bah ouais, c'est vrai. Et le côté vert, en fait, aussi donnait peut-être parfois un peu pris justement par des boîtes. Ça fait trop écolo. Ouais, mais surtout, ça a été repris par des marques qui ne le sont pas pour se donner une image d'eux. Et donc voilà, on a travaillé, alors on a une subvention pour ça, d'un fonds de dotation qui s'appelle le fonds de dotation Finoé, qui nous a justement donné une subvention pour retravailler toute votre charte graphique, ouais. En fait, c'est ça, et la décliner sur tous vos supports de communication. C'est ça, ouais. Et globalement, ouais, sur le site, sur tout. Ouais. Et donc voilà, on espère, en tout cas, on a eu des très bons retours. On espère que, excellent. Bah écoutez, merci mille fois à tous les deux d'avoir été nos premiers invités de cette émission ESS News Le Live, la nouvelle émission de Mediatico, qui est donc un média de l'économie sociale et solidaire, vous l'avez compris. Un grand merci aussi au public de nous avoir suivis et pour les questions que vous avez posées. Rendez-vous jeudi prochain à 18 h pour notre prochain live sur la chaîne Twitch de ESS News. Et ce sera avec l'association de réemploi de jouets Rejouer, qui change de directrice et qui monte au créneau en ce moment contre l'interdiction faite aux municipalités d'acheter des jouets de seconde main pour les crèches. À l'heure de la planification écologique, ça vaut quand même le questionnement. Merci à vous, à jeudi prochain dans ESS News Le Live.